Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est notre deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Et nous vous donnerons naturellement une idée tout à l'heure des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mardi bien entendu. Nous sommes au 2 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous vous donnerons juste ce matin une idée des journaux qui sont dans les kiosques, qui sont avec nous ici en studio. À suivre aussi, comme annoncé ce matin, notre débat et votre réaction. Et pour cela, nous recevons ce matin le commissaire principal Sodi Kossi encore. C'est lui, le patron, sinon le directeur de la sécurité routière au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est avec nous. On reviendra à lui environ 5 à 6 minutes maintenant. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec d'abord le quotidien Ecofinance. Le confrère parle de CECAP. Alors pour ceux qui ne savent pas, CECAP, c'est la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique du Togo. Alors CECAP, 1,64 milliard de francs CFA de crédits octroyés aux fonctionnaires rien qu'en 2023. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le quotidien Ecofinance pour avoir des précisions sur le sujet. Forum économique Inde-Togo, des investisseurs indiens à la découverte des opportunités togolaises. Le confrère revient sur le sujet, parle également de la dynamisation du secteur touristique au Togo vers la valorisation de la cascade de Suruku. Les détails, c'est à lire donc dans le journal. Le confrère fait également un clin d'œil à Bank of Africa, marque marocaine la plus admirée en matière de services financiers. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance, dans le kiosque ce mardi matin. Dans le kiosque aussi à ce jour, il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Kodjo Adedji plante le décor de la législature. Légiférer avec un profond sens du devoir, a-t-il déclaré. Une séquence sinon rapportée ce matin par le confrère Vision d'Afrique. Vous lirez donc l'article entier à la page 3 du journal. Plus de gains aux parieurs. L'auto matinale effective depuis le 1er juillet. C'est bien cela. L'article à lire dans le journal. La journée internationale de la veuve. L'ONG Avo sensibilise sur les droits successoraux. Le confrère parle également de la promotion, sinon de promouvoir la liberté d'expression au Togo. Le CONAP forme à l'usage de la loi d'accès à l'information et à la documentation. Les détails sont dans le journal. L'hebdomadaire Vision d'Afrique dans le kiosque ce mardi matin.
Alors, autre vision d'Afrique que vous avez dans le kiosque ce mardi, l'éveil de la nation qui, lui, parle du Parlement de la CEDEAO. La présidente Ibrahima Memunatu appelle à un engagement en faveur des responsabilités. Mais vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Autre sujet, le confrère revient sur la manifestation d'Akassimé, c'était le 30 juin dernier. Et si les organisateurs tiraient leçon de la faible mobilisation, c'est l'interrogation du journal. Togo encore, développement humain, le choix payant d'une éducation de qualité et de la promotion de la formation professionnelle. Le confrère en parle. Revient également sur la coopération avec Dr Sandra Johnson Ablamba qui échange avec des officiels du Sénat américain. Et puis on en a parlé hier à la gare routière de l'information, le décès de notre confrère Alassani Antarou. Le CONAP perd un de ses membres actifs, écrit le confrère ce matin. Et puis la sécurité avec le plan de rationnement du 2 au 8 juillet 2024, à lire donc dans ce numéro de journal l'éveil de la nation dans le kiosque ce mardi matin. Le dernier journal que nous avons ici, c'est le Médium. Le Médium qui s'intéresse donc à la santé, beaucoup plus au CHU Sylvanus Olympio. Vous vous rappelez, on en a parlé hier à l'antenne. Ni enfer, ni paradis, écrit tout simplement notre confrère. À vous de voir ce que c'est véritablement. Vous lirez l'article, attendez à la page 3 du journal. CHU Sylvanus Olympio, ni enfer, ni paradis. Alors, le NATO, les premiers gains désormais dès 9h du matin. On lira l'article à la page 4 du journal, le Médium, dans lequel qu'est-ce que ce mardi matin. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire sur les sites d'information du Togo comme l'interview.tg. Le confrère revient sur, je crois, les travailleurs des BTP qui sont à l'école des techniques de négociation, de lobbying et de plaidoyer. Eh bien, vous lirez l'article donc sur le site l'interview.tg. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi un sujet sur le soja. Notre confrère en parle aussi ce matin, notamment ce titre soja, top départ de la campagne de production 2024-2026 au Togo. 2024-2025 au Togo, vous lirez donc l'article donc sur ce site-là aussi. Voilà. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Outre l'éveil de la nation, vous allez trouver chez les marchands de journaux ou les kiosques à journaux, l'hebdomadaire Le Médium, l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Vous avez le quotidien Éco-Finance, donc pour les journaux qui sont avec nous. Il est 7h presque 23 minutes dans tous nos studios ici à la radio. On marque une courte pause et juste après, notre invité, le commissaire principal, Sodi Kossi Arloncon, c'est lui le directeur de la sécurité routière au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous restez avec nous tout à l'heure. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. À la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité.
La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé. Merci de faire le chemin avec nous. Maintenant, notre invité. Taxi Média Show, 10 minutes pour trancher. On l'a annoncé, notre invité ce matin, c'est le commissaire principal Sodi Kossi Arlanko. C'est lui, le directeur de la sécurité routière au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Mon commissaire, bonjour. Bonjour Monsieur Eric et merci de nous avoir confortablement installés dans le plus beau taxi de la capitale. Ah ben dis donc. Je voudrais bien m'assurer que votre taxi ne s'adonne ni à l'excès de vitesse ni à la suite dans les dédales des rues de la capitale. Jamais. Je saisis donc cette opportunité pour adresser mes salutations les plus fraternelles et celles de l'ensemble du personnel de la DSR, aux fidèles auditrices et fidèles auditeurs et à tous les usagers de la route encore scotchée aux ondes magiques de la 93.1 pour suivre religieusement cette émission matinale consacrée aujourd'hui au décryptage de quelques aspects de la problématique de la sécurité routière dans notre pays. Merci pour cette introduction formidable et j'espère que vous êtes confortablement assis dans notre super taxi. Et bien évidemment, je l'ai dit moi-même. Merci d'être là. Alors, nous vous avons invité ce matin pour comprendre certains enjeux de la sécurité routière. Oui. Il s'est passé tellement de choses ces derniers mois ou semaines dans le pays et qui nous obligeait à vous écouter, à comprendre comment est-ce que vous travaillez, vous fonctionnez habituellement. Alors pour démarrer, mon commissaire, quand on parle de la sécurité routière, pour le commun des mortels, à quoi est-ce qu'on doit faire allusion concrètement? Oui, de façon simple, il faut dire que la sécurité routière renvoie à l'ensemble des dispositions et mesures définies par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de la circulation routière afin de prévenir et minimiser les risques et conséquences graves des accidents de la route. À ce titre, la sécurité routière couvre et englobe différents domaines tels que la mise en place des règles de conduite et de signalisation, la formation et l'éducation des usagers de la route, la conception, la réalisation et l'entretien des infrastructures routières, sans oublier la surveillance du trafic, l'application de sanctions en cas d'infraction et la prise en charge post-accident. Oui. Donc, à la lumière de tous ces domaines que je viens d'énumérer, vous conviendrez avec moi que la sécurité routière est plutôt transversale et qui nécessite et implique une synergie d'action entre différents départements ministériels, dont les plus importants sont le ministère des Infrastructures, des Transports, de la Sécurité et de la Santé. Oui, merci de nous aider à mieux comprendre donc ce système-là et on va plus se perdre quand on parle de la sécurité routière. Mais en parlant de la sécurité routière, si je dis prévention routière à la place, est-ce que je dis la même chose? D'emblée, je dirais que sécurité routière et prévention routière sont des termes interchangeables qui peuvent passer l'un pour l'autre. Et d'autant plus que se référant tous deux au même concept, la sécurité des usagers de la route. Donc si M. Eric, voulant parler de sécurité routière, parle plutôt de prévention routière, il sera et est bien compris par tous. La prévention routière est un dispositif ou mieux un mécanisme par lequel l'État et de nombreuses organisations et associations font connaître à la population un certain nombre de fondamentaux sur la sécurité routière, notamment les risques de la route, la façon de se prendre pour les éviter, comment assumer sa responsabilité en cas d'accident, la réglementation sur la gestion de la circulation et les sanctions encourues lorsque une de ces mesures n'a pas été respectée.
Ainsi, nous voyons que la prévention routière vient puiser des éléments dans la sécurité routière. D'accord. Parce que la prévention routière elle-même n'édicte pas de mesures. Ok. Donc, elle vient puiser les règles et les normes édictées par la sécurité routière pour porter à la connaissance des usagers de la route et des populations en général, afin de modifier, d'agir sur leur comportement. Partant donc de ce fait que la prévention routière n'édicte pas elle-même de règles, je me permets parfois de dire que la prévention routière est au service de la sécurité routière, bien évidemment. D'accord. Je voudrais préciser que dans notre pays, il existe depuis 1966 une association dénommée Prévention routière togolaise. Exactement. Qui, jusqu'à ce jour, travaille en bonne intelligence avec nos services dans le cadre de la vulgarisation des fondamentaux sur la sécurité routière. Sauf que sur le terrain, nous, les citoyens, on ne les voit plus. À part la DSR, on ne voit plus la prévention routière comme avant. Bon, c'est peut-être une parenthèse. On pourra y revenir un peu plus tard. Je suis sûr que les auditeurs vont vous interpeller sur ces questions principalement. Et l'un des vecteurs, mon commissaire, l'un des vecteurs des accidents de la circulation est le dépassement. Le dépassement, surtout quand il n'est pas fait dans les règles de l'art. Que nous renseigne le code de la route là-dessus, le dépassement? Oui, c'est quoi d'ailleurs le dépassement? Nous sommes dans un scénario de dépassement lorsque deux véhicules qui circulent dans le même sens décident de dépasser tout simplement l'autre. Alors, effectuer un dépassement, c'est une manœuvre délicate. Et pour la réaliser, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce que la loi, ou du moins le code prescrit et qu'est-ce qu'il interdit? D'abord, le dépassement se fait par la gauche. Ça, c'est un rappel, c'est une règle fondamentale. On ne peut faire le dépassement par la droite que lorsque l'usager qui est devant nous exprime clairement son intention d'aller à gauche, à travers bien sûr l'activation de son feu de direction que nous appelons communément le clignotant. Alors, lorsque je voudrais procéder à une manœuvre de déplacement, je dois me demander, est-ce que la signalisation me le permet? Ok. Oui, parce que le dépassement est interdit à certains endroits, et notamment là où il y a des virages sur des ponts, les sommets des côtes, les collines comme on les appelle généralement. Vous allez voir, il y a des panneaux d'interdiction de dépassement à ces endroits. Donc, il faut voir si la signalisation me le permet. Et ces panneaux sont ce que nous appelons la signalisation verticale. Il y a les signalisations horizontales qui sont constituées par les bandes blanches sur la chaussée. Donc, pour faire le dépassement, je dois également voir, lorsqu'il n'y a pas de signalisation verticale, je dois m'assurer que la signalisation horizontale me le permet. Alors, lorsque vous voyez la bande discontinue, ça veut dire que vous pouvez faire le dépassement à cet endroit et vous rabattre après. Lorsque la bande, elle est continue, ça veut dire que le dépassement est interdit à cet endroit précis. Il y a des bandes mixtes. Vous allez voir une bande discontinue. Après, il y a une bande continue, les deux en même temps. Alors, je fais le dépassement lorsque la bande discontinue est de mon côté. Donc, lorsque je vérifie l'ensemble de ces marquages au sol, et je peux maintenant procéder à ma manœuvre et comment l'effectuer. Il faut d'abord évaluer la possibilité de se rabattre. Oui, parce que après... C'est très important. C'est très important. Vous n'allez pas vous éterniser dans le couloir de rabattement à gauche pendant longtemps. Lorsque vous accélérez, vous dépassez le véhicule, il faut vous rabattre. Donc, il faut évaluer la possibilité, regarder si personne n'est sur le point de me dépasser. Et cela se fait à travers
un coup d'œil jeté dans le son rétroviseur. S'assurer de cela et effectuer la manœuvre en se déportant vers le couloir gauche en surveillant bien sûr l'angle mort. Alors, lorsque je finis le dépassement, pour me rabattre, il faut que je m'assure que j'aperçois ou je vois le véhicule que je viens de dépasser dans mon rétroviseur droit. Ok. J'arrive à voir ces deux phares, en tout cas son capot avant, ça me rassure que la distance de sécurité est observée et qu'il n'y a pas de risque de collision dans ce cas. Je voudrais chuter sur cette question en précisant que lorsque on est sur le point d'être dépassé, il faut laisser faire. Il ne faut pas résister. Oui, bien sûr. Parce qu'on voit dans la circulation des conducteurs qui résistent à un dépassement. Qui résistent au dépassement. Parce qu'il a vu que quelqu'un a mis le clignotant, il se déporte vers la gauche, il veut le dépasser, il commence par accélérer et autres. Ce n'est pas normal. Et je dis aussi que si malheureusement, malgré tout ce qui est dit, quelqu'un persiste dans son ignorance, entre guillemets, ou dans sa volonté de ne pas céder, vous qui voulez faire le dépassement, il faut raviser. Il faut décélérer. C'est la voie de la sagesse. Oui, c'est la voie de la sagesse. Et un moyen pour préserver sa vie. Voilà ce que je vous ai dit. Alors, ça nous amène, excusez-moi, à revenir sur le drame qui s'est passé au niveau de la ville de Tapamé. Le drame de Talo à peu près. On nous a rapporté qu'il y a eu un problème de dépassement qui aurait aussi été à l'origine, au-delà de vitesse. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est ça la vérité? Bien sûr, c'est ça. Parce que l'information, vous l'avez trouvée dans la source la plus fiable. Je parle bien évidemment du communiqué du gouvernement. Oui, du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une camionnette de type minibus que nous appelons communément 15 places qui a fait ce que j'appelle un excès de surcharge, qui a embarqué à son bord près de 22 passagers au lieu de 15 et qui roulait aussi à vive allure et qui voulait faire un croisement au niveau du lieu de l'accident. Et ce croisement, c'est un croisement, peut-être que je vais revenir là-dessus. Exactement, on va parler du croisement tout à l'heure. Un croisement avec un obstacle sur la voie. Parce que lorsque vous voulez faire le croisement et il y a un obstacle dans votre couloir, c'est vous qui marquez un arrêt. Et vous laissez passer le véhicule qui vient d'en face. Ici, ou en l'espèce, il y a un camion qui a fait un stationnement, bien sûr avec des triangles de présignalisation pour décharger des bouteilles de gaz. Malgré ces signes ostensibles de stationnement, ce conducteur de minibus, dans son excès de vitesse, a voulu faire le croisement ou a voulu dépasser le véhicule qui est en stationnement et la collision n'a pas pu être évitée avec le véhicule qui venait d'en face. Voilà ce qui s'est passé. Donc si vous dites que le dépassement défectueux a été aussi l'un des facteurs qui ont concouru à ce drame, c'est vrai. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. On pourra revenir aux besoins si les auditeurs nous interpellent sur ce sujet-là pour revenir sur un grave accident il y a quelques semaines donc au niveau de l'entrée sud de la ville d'Atapamé. Alors l'autre difficulté, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure en sortant le mot, ce sont les croisements. Surtout quand les feux ne travaillent pas et qu'il n'y a pas de la police. Que doit-on savoir véritablement là-dessus? Oui, nous assistons généralement à une congestion de la circulation aux intersections, surtout lorsque les signalisations lumineuses connaissent quelques perturbations dans leur mode de fonctionnement. Et dans ces conditions et dans toute une confusion, certains usagers estiment qu'en dehors des feux
il n'existe plus de règles définissant les modalités de franchissement de ces intersections et on assiste à du n'importe quoi. Du cafouillage total des fois. Du cafouillage total. Je dis non, il n'en est pas ainsi. Face au dysfonctionnement des feux de signalisation au niveau du croisement, l'usager doit faire preuve de prudence. D'abord, la première règle, c'est la prudence. Il n'y a pas les feux, il va de soi la prudence. Oui, ça, c'est la première règle. Donc, il faut cette prudence pour pouvoir traverser l'intersection en toute sécurité. Et dans ce schéma, c'est la priorité à droite qui s'applique. Et je le dis souvent, la priorité, en tout cas, les règles de priorité sont les premières règles de la circulation avant même l'invention des feux tricolores et autres. Donc, avec feu de signalisation ou sans feu de signalisation, nous devons circuler en toute sécurité. Oui. Donc, je disais qu'il faut observer la priorité à droite. Ce qui signifie oui, parce qu'il va falloir que vous expliquiez, parce que dans la circulation, cette histoire de priorité à droite, c'est des bagarres tous les matins et tous les soirs. Oui, c'est vrai. Des fois, même on a le sentiment que certains qui sont à bord de leur véhicule n'ont pas fait l'auto-école. Excusez-moi qui m'en excuse s'ils écoutent, mais quand vous les voyez se comporter en définissant leur priorité à droite, on se pose beaucoup de questions. Oui. Alors, aidez-nous à mieux comprendre ce sujet-là une fois pour de bon, puisque nous sommes à bord du taxi. Oui, nous sommes à bord d'un taxi qui a plusieurs passagers, mais ce n'est pas de la surcharge. Exactement. Il y a plusieurs passagers à bord de ce taxi, dans les bureaux, dans les marchés, dans les maisons, un peu partout. Mais soyez rassurés, ce n'est pas de la surcharge. Exactement. Alors, c'est vrai, il faut dire ce que n'est pas la priorité à droite. Voilà. Mes amis Zémidjamen, taximen, et comme vous l'avez dit, c'est un conducteur de véhicule personnel. Je parle à vous, je vous interpelle tous, en tout cas je nous interpelle. La priorité à droite ne veut pas dire que si je veux aller à droite, j'arrive à une intersection, je dois tourner, aller à droite. Voilà. La priorité à droite ne veut pas dire que lorsque j'arrive à une intersection et que je l'ai déjà dit, mais je veux le reprendre. Je veux aller à droite. Je dois tourner à droite. Tu ne peux tourner à droite que lorsqu'il y a le feu de dégagement. Il y a certains feux de signalisation qui sont dotés de ces feux de dégagement. Ça qui s'allume en orange. Oui. Avec une flèche qui vous dit, vous pouvez tourner. Mais lorsqu'il n'y en a pas, vous ne devez pas tourner. En tournant, vous n'êtes pas en train d'appliquer la priorité à droite. Alors, j'ai dit ce que n'est pas la priorité à droite. Qu'est-ce que c'est maintenant? La priorité à droite consiste tout simplement à céder le passage à tout usager qui vient de votre droite. Voilà. Vous cédez le passage à l'usager qui vient de votre droite. Par exemple, vous êtes à une intersection, il n'y a pas les feux de signalisation, il n'y a pas non plus d'agent pour réguler la circulation. Dans ce schéma, vous marquez un arrêt, vous ralentissez, vous marquez carrément l'arrêt, je peux dire, et vous laissez tous les véhicules qui passent à votre droite. Quand ils passent, vous passez. Si chacun respectait cette règle, vous allez voir que sans agent et même sans feu de signalisation, il n'y aura pas du cafouillage à l'intersection là-bas. C'est-à-dire que la circulation se règle toute seule. Parce que vous qui êtes aujourd'hui du côté gauche ou du côté où le feu ne travaille pas et qui laissez celui qui vient de votre droite passer, soyez rassurés que vous allez aussi vous retrouver dans un cas de figure où c'est vous qui serez à droite et d'autres vont vous laisser aussi passer. Exact. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsqu'il n'y a pas les feux, voilà la manière intelligente que nous devons procéder pour franchir ces intersections. Très bien.
ces questions-là au niveau des croisements qui posent tellement de problèmes. Je me rappelle encore les matins, quand vous allez à Tikoumé, c'est le bazar. Oui. À Didogomé, Douane, c'est un grand bazar. Vous arrivez au niveau de Méchamina, c'est un grand bazar les matins. Et ça, je ne vous apprends rien en le disant, puisque vous êtes sur le terrain tous les jours et tous les jours. Alors, avant de continuer, pas avoir des précisions sur certains thèmes, parce qu'il va falloir que des gens comprennent les choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais interroger votre mission même. Quelles sont les véritables missions de votre direction, la direction de la sécurité routière, la DSR? Ceux qui s'habillent comme vous êtes habillés là, et qui sont sur nos routes tous les jours, de jour comme de nuit. Il pleut haut. Bon, il neige pas au Togo encore, il neige pas encore. Il pleut haut, il fait chaud, soleil, tout ça, ils sont là. Quelle est votre mission en réalité? Merci. La direction de la sécurité routière, c'est un service spécialisé du ministère de la Sécurité et de la Protection civile chargé essentiellement et prioritairement des missions de sécurité routière, comme son nom l'indique. À ce titre, nous veillons à l'application des prescriptions communautaires en matière de sécurité routière, des règles du code de la route et des différents tests y afférents. Nous assurons et garantissons également la fluidité de la circulation à travers sa décongestion par la régulation au grand carrefour, surtout aux heures de pointe. On venait un peu d'en parler. Exactement. Lorsque ces feux ne fonctionnent pas, ou parfois même quand ils fonctionnent, notre présence contribue beaucoup à fluidifier la circulation. Nous conduisons également sur l'ensemble du réseau routier national des opérations de contrôle des véhicules dans le but de s'assurer de la validité, de l'authenticité des pièces de ces véhicules et de la détention par le conducteur d'un permis en cours de validité et conforme à la catégorie de véhicules à bord duquel il se trouve. Nos missions, elles sont nombreuses. Nous apportons également, comme je l'ai dit plus tôt, ce que fait la prévention routière également. Nous apportons les informations relatives aux facteurs de risque des accidents de circulation à travers des séances de sensibilisation dans différents lieux et regroupements humains, notamment dans les lieux de culte, dans les établissements scolaires, dans les centres de formation, dans les marchés, vous allez nous trouver, dans les gares routières, dans les stations des taxis motos et des tricycles. Ah bon, vous visitez tous ces coins-là pour former les gens? Bien sûr, parce que on a compris que il faut fondamentalement agir sur le comportement humain, parce que les statistiques ont révélé que le facteur humain est le plus prépondérant des facteurs de risque des accidents de la route. Et nous faisons des sorties médiatiques comme celle que Taxi FM nous offre l'occasion de faire ce matin. Donc voilà d'une manière générale ce que nous faisons. Je voudrais revenir un peu sur ces sensibilisations, parce que ce que nous disons comme ça, il faut que ça vous arrive une fois avant de comprendre. Or, le souhait de l'État, du gouvernement et de nous-mêmes, ce n'est pas que ça arrive à quelqu'un avant qu'il le comprenne. La situation est préoccupante. Je ne dirais pas que nos routes tuent, mais je dirais que nous faisons tuer par les routes. Par nos routes, oui. C'est pourquoi nous allons vers nos concitoyens pour les amener à comprendre. J'ai un ami, pas des moindres, qui me disait la dernière fois qu'un week-end, il m'a vu moi-même au volant, que mais commissaire, vous n'êtes pas un chauffeur, hein? Ce que vous conduisez là, vous n'êtes pas un chauffeur. J'ai souri et je lui ai dit, si moi je fais le clown dans la route, sur la route, Dieu aura raison de ne pas me protéger. Parce que c'est moi qui apporte l'information aux gens. C'est moi qui contrains les gens à faire ceci et à ne pas faire cela. Donc, nous interpellons les leaders religieux
à la fin des cultes, nous allons, comme je l'ai dit, nous allons dans les mosquées, dans les églises, et nous voudrons lancer un appel aux leaders religieux et nous sollicitons leur adhésion à cette politique de sensibilisation. Il faut que dans les cultes, dans les églises, dans les mosquées, ils prennent 2 minutes avant la fin du culte pour dire aux fidèles: vous êtes venus aujourd'hui nombreux, nous vous bénissons, rentrez demain, soyez prudents dans la circulation pour nous revenir vivants. Parce que tout citoyen qui est tué ou blessé dans la circulation a une appartenance religieuse. Il en est de même pour les leaders et des partis politiques. Les accidents ne font aucun distinguo entre militants de tel bord politique et de tel autre bord politique. L'accident d'Atakpamé dont nous parlons, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres cas. Et quand ça arrive, je prends par exemple un autocar. Dans un autocar, on ne sait qui est qui. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des opposants, il y a des gens du parti au pouvoir. C'est un melting pot. Exact. Donc, chacun doit prendre conscience. Voilà le cri d'alarme que je voudrais lancer à l'endroit des différents leaders d'opinion de notre société. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec nos frères et sœurs aussi, parce que j'ai vu des femmes aussi à bord de ces engins-là, les tricycles, dans la circulation. Comment est-ce que vous gérez leur cas? Vous savez qu'ils sont détestés par les taximans. Bon, il y a un conflit entre eux, ça c'est entre eux, ils vont régler ça, mais comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Mais c'est un casse-tête, mais nous tenons bon parce que c'est des engins qu'ils considèrent eux-mêmes comme voitures. Parce que j'ai toujours eu des séances, des rencontres avec eux. Quand on discute en éveil, ils parlent et quelquefois je suis confus parce que quand ça dit, ça m'amène carrément avant de me retrouver que c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Et en tout cas, des dispositions sont prises, des choses ont suffisamment évolué. Il y a un ordre qui est établi désormais parce que vous savez, j'ai dit les différents acteurs qui interviennent dans la sécurité routière, le ministère des Transports joue un grand rôle en ce qui concerne la définition du cadre réglementaire des transports dans le pays. Et aujourd'hui, ce département fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la professionnalisation et de la formalisation du sous-secteur des transports. Donc, tout dernièrement, un décret est sorti et qui définit les conditions de mise en circulation des véhicules de type taxi, taxi-moto et tricycle. Donc, il y a un délai moratoire qui est observé. Actuellement, nous sommes en train de leur parler. Il y a une vulgarisation autour de ces tests-là. Et au moment venu, nous aurons solidement en main un acte juridique qui nous permet de les renvoyer sur certains actes parce que ce test leur interdit l'accès à certains endroits. Oui, à certains endroits. Parce que trop, c'est trop. Et ils font de la surcharge. Et moi, ce que je me demande, les passagers qui acceptent de monter à bord de ça, là, mais je ne comprends pas. Des engins qui sont volatiles, comment on dit? Oui, c'est léger. C'est léger, voilà. Des engins qui sont légers sous l'effet d'un fort vent, ils peuvent vous ramasser, même déposer quelque part. J'ai essayé parce qu'il faut expérimenter ça. Vous êtes mis en condition? Oui, bien sûr. Je m'étais mis en condition une fois, j'ai réalisé que c'est un risque. Et il se permet de faire aussi l'interurbain. Oui, je rappelle à ceux qui nous écoutent sur la radio que nous parlons là de ces tricycles qu'on appelle communément Nyonyovi. Je ne sais pas si vous connaissez le nom, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont plusieurs noms, les tuk-tuk. Voilà. Souvent peint en jaune, il y a Gozem aussi qui utilise certains et tout ça là. Et ça, c'est un grand bazar en circulation. C'est un engin de 3 places. C'est un engin de 3 places. Derrière. Et je dis sur ce plateau que dans le cadre
de la formalisation, de la professionnalisation du sous-secteur des transports, le décret qui a été pris est clair là-dessus. Que ces engins, quelle que soit leur configuration par le constructeur, vous pouvez avoir un tricycle de dimension d'un autocar de Nagode là. Oui. Quand c'est avec trois roues, oui, et on l'appelle tricycle là, quelle que soit sa longueur, c'est 3 personnes. 3 personnes. Et quel que soit le nombre de sièges prévus par le constructeur au Togo désormais, les tests sont clairs. C'est 3 places. Je ne peux pas comprendre pourquoi des passagers acceptent monter à bord de ces engins. Même pour les taxis. Aujourd'hui, je le reconnais, nous sommes sous le feu de beaucoup de critiques parce que sur les routes, on voit les surcharges et autres. Oui. Oui, je le vois aussi. Je le combats. Mais à un moment donné, on a compris que ce combat ne peut pas réussir avec les seules forces de l'ordre si la population ne collabore pas. Pourquoi? Parce que quand nous le disons, des gens pensent que c'est des raccourcis. Mais nous ne pouvons que le dire. Et en le disant, nous savons qu'il y a des gens consciencieux. Tous les passagers à bord de ce taxi sont des gens responsables et qui tiennent à leur vie. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils ont laissé leur occupation pour quelques minutes et nous suivre. Alors, nous disons quoi? Sur nos routes, il ne faut pas que nos compatriotes acceptent de monter à bord des véhicules qui sont déjà pleins, sous prétexte que les agents sont censés faire le délestage, ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça. Parce que lorsque les agents sont sur la route, quand le véhicule qui a fait la surcharge arrive à leur hauteur, les véhicules qu'ils croisent déjà lui font signe qu'ils sont à tel point. Quand bien même nous sommes mobiles, il faut qu'à un moment, on s'arrête quelque part pour faire le travail. Et avant d'arriver à hauteur des agents, il procède au délestage, c'est-à-dire il fait descendre les passagers excédentaires qui vont marcher. Et les croiser. Marcher, dépasser les agents. Mais qu'est-ce que les agents vont faire aux piétons qui passent? Pour eux, c'est des piétons. Ou alors, il va payer 100 francs à un zémidian pour porter un passager, pour le passager, pour traverser les agents. Et quand il dépasse les agents, après le contrôle, il est réglementaire, il passe devant, il va récupérer ces agents-là. Le 21 juin passé, j'ai surpris des cas, ça m'a trop énervé. Pas moi-même, parce que le matin, là, j'étais sorti, j'ai vu mes agents au niveau du pont Toglé là-bas. Je les ai dépassés. Après, j'ai vu un attroupement de part et d'autre de la route au niveau d'une station-service. Bon, j'ai ralenti tant que j'ai vu qu'il n'y a pas un accident qui nécessite mon intervention. J'ai continué. Quelque temps après, c'est un de mes collaborateurs qui allait à TV qui m'appelle. Lui, passé, il a vu l'attroupement des gens nombreux quelque part là. Il s'est dit, il y a quoi? Il a vu aussi qu'il n'y a pas un accident. Il a évolué. Il a vu les collègues qu'il a dépassés. Quelque temps après, il voit maintenant des véhicules en train d'embarquer des gens. Et il se dit, mais la scène que nous déplorons là, est-ce que ce n'est pas ça ici? Il a garé, il est sorti. J'ai les vidéos, il les a filmées. Séance tenante, il m'a appelé. J'ai dit, mais appelle les agents. Les voitures là, il faut les renvoyer. Les passagers qui ont marché venir. Peu importe qu'ils aient leur bagage, ils aient déjà payé le passager ou autre. Ils n'ont qu'à aller se retrouver à destination pour régler leurs problèmes. Ce n'est pas normal. Et vous oubliez que lorsque vous montez dans ces genres de véhicules, quand un drame survient, l'assurance ne vous prend pas en charge. Comme ce qui s'est passé à Tapamé. L'assurance ne vous prend pas en charge. Oui, donc, c'est un sujet très préoccupant et qui nécessite l'adhésion, la compréhension et la volonté des usagers. Tout à l'heure, certains vont appeler, la dernière fois sur un média, des gens ont appelé que oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les tarifs, ils demandent une réduction, c'est pourquoi. Bon, c'est tout ça là. Est-ce que c'est des raisons? Ce n'est pas des raisons valables. Alors, quelquefois, vous avez commencé par l'évoquer, la question que je vais vous poser. On a le sentiment que le rôle de vos éléments se résume à trouver
un terrain d'entente avec le conducteur délicat. Est-ce que ces informations aussi vous parviennent? Moi, j'ai voyagé il n'y a pas longtemps, j'ai pas pris ma voiture de Palimé à Lomé, j'observais et je me rends compte que quand c'est surchargé, arrivé à hauteur des agents, on pète 200 pas passagers. Et la voie est libérée, dégagée, et on peut partir. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'informations qui vous parviennent, vous aussi. Oui. Ok. Malheureusement, ou heureusement, oui. Je ne sais pas si c'est malheureusement, oui, ou heureusement, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, à travers des dénonciations et des témoignages, nous réalisons que la cupidité et l'inconscience professionnelle de certains de nos agents jettent du discrédit sur toute une corporation. Des brebis galeuses. Bien sûr. Le comportement de certaines brebis galeuses, comme vous les avez appelées, jette du discrédit sur toute une institution et ternit l'image des efforts qui sont inlassablement faits par leurs collègues et par leur hiérarchie pour combattre l'insécurité sur nos routes. Et ces raquettes rentrent dans ce que nous appelons les perceptions illicites et qui tombent sous le coup de l'éthique et la déontologie de notre profession. Donc, c'est à combattre et nous le combattons. Et malheureusement, quand nous regardons de près, nous constatons que c'est une pratique qui est encouragée et entretenue également par certains conducteurs. Oui, parce que les agents qui sont déployés sur la route sont des fonctionnaires de l'État. Exact. Ils sont déjà payés pour le travail pour lequel ils sont préposés sur la route. Ouais. Et dans ces conditions, vous n'avez rien à leur donner. Ils ont à traiter avec le trésor qui leur paie leur salaire. Alors, pourquoi quand ils vous demandent de l'argent, vous leur donnez? Nous sommes conscients et très tôt, des mécanismes sont mis en place pour combattre cela. Parce que le racket, la corruption, peu importe comment on peut l'appeler, ce sont des pratiques qui ont la peau dure, qui sont vieilles, comme la prostitution d'ailleurs, qu'on a combattu sous plusieurs manières, mais qui est loin d'être éradiquée. Donc, des organes existent et sont renforcés aujourd'hui pour combattre cette pratique. Et tout ce que nous demandons à nos concitoyens, c'est de collaborer avec la hiérarchie de ces agents à travers la dénonciation. Comment est-ce que ça peut se faire, la dénonciation? Oui, voilà. Je suppose que les usagers ne le savent pas. C'est pourquoi je prends mon temps pour dire que au sein de l'armée, de la gendarmerie ou de la police, il y a un service qui s'appelle inspection. Et dans chaque administration, une inspection, c'est un service de contrôle. Il y a les services d'inspection où il y a les inspections qui sont chargées de veiller à la déontologie, au respect de l'éthique par les agents. Et ces services s'auto-saisissent de certains cas, font des descentes, ouvrent des enquêtes sur certains faits qu'ils suspectent et prennent leurs responsabilités. De la même manière, il est attendu, ces services attendent des dénonciations des usagers. Mais très souvent, les usagers, ils ne font pas ces dénonciations. Ou des fois aussi, ils sont complices. Voilà. Et au niveau du ministère de la Sécurité, il y a une inspection générale des services de sécurité.
exécutent la même mission que les inspections de la police, de la gendarmerie et autres, et qui coordonnent aussi les actions de toutes ces entités-là. Cette inspection peut être saisie également. Ok. Moi-même, je suis là, je reçois des plaintes. C'est à travers ces plaintes que je sais que quelque chose ne va pas. Beaucoup peuvent témoigner. Les cas dont nous sommes saisis ou dont l'inspection est saisie, mais on sanctionne. Vous êtes journaliste, je pense qu'à plusieurs reprises, vous avez été convié à la présentation du bilan. Oui. Et là-bas, le ministre n'hésite pas à donner le nombre, à donner le listing des agents qu'on a punis pour différents mauvais comportements, dont les raquettes et autres. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai parlé du renforcement des organes. Un numéro vert a été mis en place, exclusivement dédié. Ok. Exclusivement dédié aux dénonciations des agents de la route et des mauvais comportements dans les unités des forces de sécurité. Et pour couronner le tout, vous le savez, aujourd'hui, nous avons, en tout cas, notre pays dispose d'un tribunal militaire. Oui, clairement. Donc, tout ce qui, quand les enquêtes révèlent que tel fait nécessite d'être traduit devant un tribunal, la hiérarchie n'hésite pas à le faire. Donc, en résumé, nous informons certains et rappelons à d'autres qu'il y a des mécanismes qui sont établis pour juguler le phénomène. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour la dénonciation? Oui. Comment s'y prendre? Oui. Vous, lorsque, que ce soit vous, n'importe quel auditeur, qui fait face à une situation de ce genre, il appelle le 10-14. 10-14 pour dénoncer les faits. Ou bien il cherche à passer nous voir au bureau, ou bien il va à l'inspection de la police, de la gendarmerie ou au niveau du ministère. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Et parce que comme je l'ai dit, on ouvre des enquêtes et les conclusions des enquêtes, c'est quoi? Difficilement un usager va vous appeler pour dire que que ce soit le 10-14 ou bien moi-même, que commissaire, bon voilà, je n'ai pas, ma visite technique est expirée et l'agent m'a interpellé et il m'a dit qu'il va, le test, il veut m'appliquer l'amende de 20 000 francs, il a sorti le carnet du trésor, il veut me verbaliser et je lui ai demandé pardon, je lui ai donné tel montant et il m'a laissé. La personne ne peut pas vous dire ça, mais nous sommes là, même si on voit que c'est vous-même qui êtes d'abord fautif avant de trouver un terrain d'entente avec lui là. Nous, on le sanctionne toujours pour le fait qu'il n'a pas fait appliquer la loi. On le sanctionne pour le fait qu'il n'a pas fait appliquer la loi. Vous allez voir certains, ils se laissent traîner dans tout ça là, ils t'appellent et il te dit, ou bien il te rencontre quelque part, la dernière fois j'allais ici, je n'ai pas ceci, mais j'ai négocié avec tes agents. Celui-là qui dit qu'il a négocié, il ne peut pas appeler. Généralement, les cas que nous recevons et dont la quête prospère sans ambiguïté, c'est les cas où les gens estiment véritablement être objet d'abus et autres là. Quand quelqu'un estime qu'il est dans ses droits et on lui exige quelque chose là, soit il donne, après il dénonce, ou bien il ne donne pas séance tenante, il appelle et on sanctionne les gens. Donc nous demandons à nos concitoyens de ne pas craindre qu'il y aura de la représailles ou bien je ne sais pas quoi. Des fois on se dit, vous appelez ce numéro, vos identités sont connues, est-ce que derrière on ne va pas vous courir après, vous identifier dans la rue et puis votre véhicule systématiquement va être contrôlé? Écoutez, on dit on ne cite pas le contemporain. Sinon, j'allais vous citer un de vos confrères de Radio Lomé. Je ne le connaissais pas, mais pour avoir mon numéro, ça n'a pas été difficile pour lui. Parce que je suis toujours dans les locaux de cette radio aussi. Il a pris mon numéro. Il m'a écrit un long test pour dénoncer un cas que sa maman était dans un véhicule. Mais écoutez, comme je le dis, nous réagissons par rapport à chaque cas d'interpellation.
J'ai lu, je l'ai rappelé, je dis, mais j'ai reçu votre message, j'ai demandé d'autres précisions. Rapidement, c'est sur la voie de Ségué. J'ai fait descendre l'équipe, j'ai vérifié, j'ai puni le gars. Il a fait 30 jours de tôle. J'ai pris l'argent, jusqu'à ce jour, j'ai l'argent là avec moi. J'appelle le journaliste, je dis, mais le chauffeur là, dis-lui, il n'a qu'à venir prendre son argent. Il dit non, que il a peur des représailles, il a peur de quoi. Bon, alors que moi, je me dis, toi qui as eu l'occasion de nous saisir et on a agi, je pense que tu es privilégié même. Parce que, sachant aussi qu'il peut avoir représailles, parce que ce ne sont pas nos enfants, c'est chacun a son comportement, on ne sait pas. Donc, dans ce schéma, de temps en temps, on a ton contact, on t'appelle dans la circulation, comment ça est, tu vas nous dire, quand il y a quelque chose, tu le dis. Toi, tu deviens privilégié d'une certaine manière. Mais les gens sont dans ce que je peux appeler, ce n'est pas vraiment vraie ignorance, hein. Oui. Je le mets dans plusieurs guillemets, mais c'est un début d'ignorance façon là, qui font que certains craignent toujours et les représailles qui vont suivre les dénonciations. Ce n'est pas ça. Alors, il y a des confrères qui sont en train de suivre notre émission et qui m'envoient des messages en termes de questions. Je vais quand même les lire, vous allez écouter, après vous donnerez donc une réponse. Et avant de continuer le protocole que nous avons établi ensemble, et puis après donner la parole aux auditeurs qui souhaitent vous interpeller ou poser des questions directement, ce sera sur le 92 60 81 81. Alors, ceux qui préfèrent nous envoyer des messages SMS ou messages WhatsApp, vous pouvez le faire en nous envoyant donc votre message sur le 93 94 96 64. Il y a le confrère qui dit la fois dernière, en allant à Palimé, le chauffeur a dit qu'ici, ils prennent 6 personnes. On a refusé et on est resté là-bas toute la nuit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le chauffeur a dit que sur la route, il doit payer une somme par personne supplémentaire. Et donc, du coup, il faut 6 personnes afin de rentrer donc dans ses droits à peu près. C'est ce qu'il dit, notre confrère. Il y a un autre qui dit, sur la route de Djagblé, avec les tricycles, c'est 1000 francs par jour. Vous devez payer 1000 francs par jour aux agents pour passer. Et donc, vous avez le quitus et vous passez, tout simplement. Et sur TikTok, un auditeur qui nous suit dit, notre problème ici au Togo, on se dit, quand un agent parle, le civil n'a plus de mots. Bon, voilà, c'est ce que lui dit. Sur le cas de Djagblé, bon, ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu aussi à assister à un fait comme ça il y a 2 ans environ, je ne sais plus si ça continue, où j'étais le seul passager de Vaughan à Lomé. Arrivé là-bas, je remarque que le chauffeur sort et glisse quelque chose à l'agent qui a pris les dossiers, mais n'a pas fouillé et a remis les dossiers. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de lui donner de l'argent si tant est que vous avez tous les documents à jour? Il dit, sur cette route de Djagblé, que vous avez des documents à jour, il y a un taux à payer qui vous donne le quitus toute la journée. Et j'ai eu aussi, et les auditeurs nous ont appelé, une fois on a fait une émission ici, que ce phénomène s'observe aussi sur la route de Palimé, la route de Tchévier, sur la route d'Anero, voilà. Je ne sais pas si ces informations on vous remonte ça. Bon, écoutez. On n'est pas au tribunal, hein. Non, bien sûr. Je suis un officier de police judiciaire. Je sais où je me trouve actuellement. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Les populations c'est que même les juges dont vous parlez, un juge ne se dit pas qu'il est juge et il fait de porte à porte dans un quartier, dans son quartier, ou dans un autre quartier quelque part pour ramasser les gens où sont les délinquants de ce quartier et il les ramasse pour venir dans son tribunal pour faire un procès. Non. Il est là. Vous allez le voir parfois même, c'est comme s'il ne parle pas, il est calme, mais c'est quand une affaire vient à son niveau qu'on le voit agir. Bien sûr. Qu'on le voit agir. J'ai toujours fait cette... je ne sais pas, c'est vrai, elle peut ne pas être avérée, mais écoutez, je dis, le ministre de la Sécurité, c'est comme un papa dans un quartier qui a des enfants. Et il dit, le papa là, il sait que
ses enfants peuvent compter sur lui, sur sa renommée et embêter tout le monde dans le quartier. Faire du n'importe quoi. Et il appelle les voisins et tout. Il dit, bon, écoutez, vous savez tout ce que je suis, mais moi-même là, je suis un monsieur très smart. Je n'aime pas des dérives. Mais mes enfants, je suis sûr qu'ils peuvent être animés par des abus. Donc, je suis là. Si quelque chose ne va pas, ce qu'ils font de mal, que je sois là ou pas, venez sonner et saisissez-moi. Dénoncez-les moi. Je vais prendre mes responsabilités. C'est comme je le disais, les enfants là, c'est les qui? C'est les forces de l'ordre. Oui. Leur autorité ou leur abus là, ils ont, mais la tenue là nous donne des prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire la tenue, nous représentons l'État. Et à travers ça, l'abus n'est pas loin de l'homme. L'orgueil, c'est consubstantiel à l'homme. Et tout dépend de ton éducation aussi de base et de l'expérience de vie que tu as faite. Donc, il y a des gens qui sont imbus de cette tenue et qui font du n'importe quoi. Le monsieur dit, certains de mes éléments là, il y a des incontrôlés parmi eux. Certains peuvent faire autre que ce qu'on leur demande ou je leur demande de faire. Donc, voilà les organes que j'ai mis en place. Voilà un numéro que j'ai négocié avec les services de télécommunication. Je paie moi-même en amont pour ça. Quand on dit numéro vert, ça ne veut pas dire qu'on ne paie pas. Oh non, je paie moi-même pour ça. Donc, vous appelez gratuitement pour me dire à tel moment, à tel endroit, voilà ce qui se fait. Vous ne le faites pas. Comment on peut être saisi? Dans ce quartier dont je parle, si le monsieur a voyagé, il n'est pas là, ou bien même s'il est là en train de dormir à la maison et que ses enfants vont faire du n'importe quoi, s'il n'est pas saisi, comment il peut réagir? Donc, tout ce que nous disons, peu importe, vous avez cité la voix de Jack Blake Palimé Anejo, on peut citer toutes les dédales des rues de la capitale et d'autres villes et autres là. Donc, si des mécanismes sont mis en place, c'est parce qu'à un moment donné, on a compris. Et ça nous fait honte. Vous pensez que... Bon, j'ai demandé un jour à un journaliste que, mais à quelle occasion vous avez eu l'occasion de recevoir les agents là sur un plateau ou les croiser dans des ateliers et autres là? C'est nous qui les envoyons sur le terrain. Oui, bien sûr. Vous ne les raconterez pas. Nous ne sommes pas sur le terrain. Nous descendons, certes, mais quand nous sortons, ils sont réglementaires. Quand nous sortons, ils sont réglementaires. Donc, ce que nous demandons humblement à nos concitoyens, c'est d'être nos yeux là où nous ne sommes pas, systématiquement. D'être nos oreilles là où nous ne sommes pas et nous remonter les informations. Voilà ce que je voudrais. Alors, on a parlé tout à l'heure donc des tricycles et tout le reste. Je voudrais vous interroger sur le cas des gros porteurs. Et ces cas nous préoccupent aussi à peu près, les semi-remorques. Alors, comment peuvent-ils, ces semi-remorques-là, se partager, je veux dire, la chaussée sans trop de risques? Sur certaines voies, c'est incroyable. Je veux évoquer la voie de Ségbé, par exemple. Les semi-remorques. Comment peuvent-ils se partager la chaussée? Est-ce qu'il y a une réglementation? Bien sûr. Vous êtes intéressé particulièrement au cas des gros porteurs, mais moi je mets tout dans le même panier. D'accord. Parce que il faut dire que on a l'impression que certains veulent mourir volontairement. Ah ouais? Oui, vous m'excusez, franchement, excusez-moi. On a l'impression, quand on est dans la circulation, on a l'impression que certains veulent mourir. Et c'est nous qui les empêchons de mourir. Ou alors, si certains ont deux vies, une en réserve à la maison et une qu'ils traînent avec eux dans la circulation. De sorte même qu'ils s'en foutent pas mal. Quand ils laissent une dans la circulation là, ils peuvent retourner prendre l'autre vie. Malheureusement, ce n'est pas encore ça. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, le partage de la voie, c'est très important. Prenons en compte le fait que le parc automobile de notre pays croît chaque année. Et nous avons les mêmes routes dont les emprises n'augmentent pas chaque année. Oui, bien sûr.
je me reprends. Le parc automobile de notre pays croît chaque année. Et ce sont les mêmes routes que nous partageons avec les mêmes emprises. Même si on construit d'autres routes aussi, ça ne contribue pas à consommer tout ce que nous a facilité le partage de ces voies-là. Donc, nous devons conduire nos voitures non pas avec nos pieds seulement, mais avec la tête. Dans la réglementation, les gros camions n'ont pas à rouler contre le terre-plein. Lorsqu'ils sont sur un boulevard, oui. Par exemple, puisque nous disons le dépassement se fait par la gauche, exactement. Vous êtes contre le terre-plein, on va vous faire le dépassement par où? Les usagers vulnérables, là, les motos, là, les tricycles, là, ce n'est pas contre le terre-plein il faut rouler. C'est des véhicules qui doivent rouler à droite contre le trottoir pour faciliter la circulation. Le partage de la route passe également par le respect de la distance de sécurité. Chez nous, c'est 5 mètres en agglomération. Oui. Parce que, mon frère, monsieur Eric, c'est un casse-tête. On voit que votre mission est assez délicate quand même. Hein? Non, c'est délicat parce que on a à agir sur un paramètre homme. Par exemple, si rapidement, dans 2 minutes, je veux me permettre de donner une idée sur les facteurs de risque des accidents, on va évoquer le facteur humain, oui. Dans lequel nous faisons rentrer les excès de vitesse, dépassement défectueux, croisement défectueux, l'alcool au volant, oui. Et tout ça là. Les stupéfiants. Nous allons évoquer les facteurs techniques qui prennent en compte l'état du véhicule. Où il faut vérifier l'état de son véhicule à travers la maintenance, à travers la régularité de la visite technique et autres là. Et le facteur environnemental qui englobe l'état de la route et les conditions atmosphériques et autres là. Mais quand on prend ces 3 facteurs, on se rend compte que c'est toujours le facteur humain qui est prépondérant. Parce que si l'amortisseur, les suspensions, les rotules et autres là de mon véhicule ne travaillent pas bien, ce n'est pas le véhicule même qui va quitter le garage pour aller se faire réparer. C'est l'humain qui doit l'amener. Sur ce, moi, je peux effacer ce facteur technique-là. C'est l'humain qui doit amener son véhicule pour la visite technique. La visite technique, c'est une opération par laquelle les services techniques, à partir des équipements adaptés, détectent et identifient les pannes éventuelles, les potentielles pannes qui peuvent occasionner des accidents. Et on invalide votre visite, vous allez faire la réparation et revenir. Si on prend l'état de la route, mais aujourd'hui, la plupart des routes sont rénovées et autres là. Certes, il y a des nids de poules sur quelques sections, mais si vous prenez conscience que la route est dégradée à tel endroit, vous devez adapter votre conduite à cette section. Oui. Quand on parle de facteurs atmosphériques en temps de pluie, où la chaussée est glissante, quand il souffle, où il y a des risques d'arbres qui peuvent tomber et autres là. Mais vous devez adapter tout. Ça voudrait dire que si vous-même, vous n'adaptez pas votre conduite à l'état de la route, vous ne prenez pas en compte les conditions atmosphériques et autres là, c'est que c'est vous-même qui vous négligez. Ah oui. Et donc, là, tout revient à l'homme. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile d'agir sur l'humain. C'est dans ce travail-là, moi, j'ai finalement compris toute la quintessence de ce qu'on dit que l'homme est énigmatique. Là. C'est là que je comprends. Parce que toi-même, ta propre vie, on te dit comporte-toi de telle manière. Mais pourquoi Eric Gator, lui, il ne prend pas le téléphone au volant? Quel gendarme? Ou bien vous le faites? Non. En tout cas, au volant, il n'y a pas de téléphone au volant. Mais bon, qui est derrière vous pour vous le dire avant que vous le faites? C'est trop risquant en étant au volant et donc, il faut au téléphone. Que chacun se discipline. Oui. Il faut que chacun se discipline, prenne conscience et comprendre. Il ne sert à rien. On peut avoir les meilleures routes. On peut avoir les véhicules les plus neufs. Tant que
nous aurons des conducteurs qui ne vont pas lâcher les verres d'alcool avant de prendre le volant, qui ne vont pas savoir comment décélérer leur vitesse sur la route, qui ne vont pas savoir dans quelles conditions il faut faire le dépassement, ne pas savoir entendre le bruit de leur véhicule. Un bon conducteur, il doit connaître son véhicule. Oui, bien sûr. Tant que le conducteur ne peut pas savoir le rôle de la pneumatique de son engin, je ne sais pas là où on va. Ouais, si. Il y a des chauffeurs. Je ne peux pas être une autorité. J'ai un chauffeur et moi, je ne lui dis pas la pression que mes pneus prennent. La pression des pneus avant n'est pas la même chose que la pression des pneus arrière. Mais les vulcanisateurs n'ont qu'à m'excuser, mais ce n'est pas eux tous qui ont le niveau. Eux, c'est l'air seulement. Ils mettent, tu amènes ton véhicule, tu es là-bas. Là. Faut pas croire qu'ils maîtrisent la pression qu'il te faut. Non. C'est à toi de dire ça là. Mets-moi ceci ici. Mets-moi ceci ici. Parce que le surplus de pression aussi... Il faut le savoir aussi, le conducteur doit savoir tout ça. Il y a un élément, avant de permettre aux auditeurs de rentrer en ligne, le standard est ouvert, le 92 60 81 81, pour peut-être poser des questions, pour comprendre une situation, ou pour peut-être interpeller le directeur de la DSR qui est avec nous. Cette histoire des phares en LED là, je veux que vous nous entretenez quelques secondes. L'auditeur peut patienter, excusez-moi, on peut le prendre, mais il peut patienter. Les phares en LED, est-ce que c'est interdit, oui ou non? C'est interdit. Comment on répond à cette question? Moi, je préfère dire c'est interdit. Oui ou non, là. Je ne sais pas si le oui, c'est pour répondre à interdit ou bien. Oui, est-ce que c'est interdit? Oui, c'est interdit. On s'est compris comme ça. Parce que dans la circulation, il faut être vu et se faire voir. Tu n'as pas à éblouir l'usager qui vient en face de vous. Je viens tout à l'heure de dire qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans la sécurité routière. Oui, exact. Quand le ministère des Transports planche sur la mise en place du cadre réglementaire, il est dans la sécurité routière. Quand les infrastructures réfléchissent sur l'aménagement, la conception des routes et autres, là, ils sont dans la sécurité routière, tout comme nous qui assumons la police de la circulation, ministère de la Santé qui réfléchit à la prise en charge post-accident, parce que, l'accident survient, ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut mourir si la prise en charge a été bien et vite organisée et autres. Là. Donc, je n'ai pas cité l'autre là, mais beaucoup font partie, le ministère du Commerce. Il y a une réglementation sur les accessoires, notamment les ampoules là. Oui. Donc, il y a une catégorie d'ampoules. En faisant ce contrôle qui contribue à faire introduire sur le marché local les pièces adaptées, c'est qu'ils sont aussi en train de jouer leur partition dans la sécurité routière. Vous contrôlez souvent? Donc, nous contrôlons également et c'est ça même que nous faisons à travers nos patrouilles de nuit, les services de nuit. Parce que carrément, certains roulent sans phare. Oui. Ou d'autres roulent avec des phares éblouissants. Souvent, c'est les grosses voitures là, de vos patrons qui ont des phares éblouissants. Ces phares, nous en avons retiré beaucoup que nous détruisons. Parce que les véhicules ne sont pas des supports des guirlandes. Il y a des phares qui font des jeux et tout ça là. C'est des facteurs de risque d'accident. On peut prendre l'auditeur qui est là. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Voilà, mettez vos casques. Allô? Ah, il est parti, c'est pas grave. 92 60 81 81. On prend un autre téléphone. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Très bien, c'est monsieur Eric. Monsieur Eric. Je viens d'apprendre sur l'émission. Bon, je ne sais pas, vous avez invité qui sur la... vous avez quelle question à poser, s'il vous plaît? En fait, moi, je suis chauffeur. Oui, vous êtes chauffeur. Tout ce qui se passe sur la route aujourd'hui, on sait comment aussi faire pour éviter tout ça. Oui. Bon, aujourd'hui, il y a certains camions
Je ne sais pas si c'est Sotopla qui a autorisé à ces camions de circuler. Mais ces gens de camions ont leur vignette de visite technique assurée, bien propre. Mais ces camions-là ne rentrent pas dans Sotopla pour faire la visite technique. Est-ce que c'est les véhicules de 9 pieds là? Les 9 pieds viennent à Sotopla pour faire la visite technique. Mais si tu sors aujourd'hui, tu vas sur la route, tu les vois, leurs vignettes sont à jour. Les vignettes sont à jour. Aujourd'hui, dans le temps de Niofam, au temps de Niofam, le ministre Niofam, je ne sais pas... Oui, bien sûr, allez-y. Oui, le ministre Niofam, au temps de ministre Niofam, tu ne vas pas attendre un camion klaxonner jusqu'à ce que les usagers vont avoir peur. Mais les klaxons aujourd'hui, ça tue. Les voitures n'ont pas de frein. Les camions chargent jusqu'à ce qu'on n'arrive même pas à savoir quel tonnage le camion là doit prendre. Sotoplac doit faire tout possible. Le ministre des Transports routiers doit faire tout possible pour éviter tout ça là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci de nous avoir interpellés. Je ne sais pas si vous avez compris sa question, c'est-à-dire que en circulation, il y a quand même des gros porteurs là qui viennent presque jamais faire des visites techniques, mais on les voit circuler, passer même à hauteur de vos agents. Comment est-ce que vous réglez ça? Il y a des voitures à plein incliné, et puis visite technique à jour, quoi. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Vous savez, il y a une répartition de rôles. Chaque département ministériel a ses missions, a ses prérogatives et a des services techniques dédiés à l'accomplissement de ces différentes tâches. Vous, monsieur Eric, vous êtes là-bas. Si je vous amène mon acte de naissance, on a mis sur ça que je suis né, je ne sais pas en quelle année, et qu'aujourd'hui j'ai 55 ans. Mais vous me regardez comme ça, et bon, voilà ce que atteste réglementairement. C'est ça mon acte de naissance. Oui. Vous devez croire ou bien vous n'allez pas croire. Ben, je vais croire parce que c'est ce que j'ai en face de moi. Voilà. Donc, il faut dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a un travail scientifique qui se fait. Quand nous sommes sur la route, nous ne devons pas outrepasser nos droits. Ok. Quand un véhicule est incliné, on s'intéresse à ça. Quand un véhicule a fait un chargement hors gabarit excessif, on s'intéresse à ça. Mais lorsque vous voyez un véhicule qui est dans un état délabré, entre guillemets, mais qui a sa visite technique à jour, vous devez valider cela. Quand vous vérifiez et que j'ai dit tout au préalable que dans nos contrôles, nous assurons de la validité et de l'authenticité des pièces. Oui. Donc, si sur place, nous travaillons avec ces services partenaires et autres là, si nous vérifions l'authenticité et que c'est normal, nous validons cela. Mais ça ne veut pas dire que soit il n'a pas été faire la visite ou bien comment. Il faut aussi tenir compte. La visite a été faite après combien de temps avant qu'on ne le trouve dans cet état? Quelle est la fréquence ou la périodicité des visites techniques chez nous? Pour les petits véhicules, c'est une fois l'an. Oui. Pour les véhicules de transport de passagers, c'est 2 fois l'an. Maintenant, quelqu'un qui fait une visite technique en janvier et qui est valable, par exemple pour 1 an, et après 8 mois, vous le voyez dans un état, c'est vrai que la visite technique est toujours en cours de validité, mais entre-temps, il y a eu des négligences dans l'entretien et le véhicule se retrouve dans cet état actuel. Et dans ce schéma, ce qui est à reprocher, nous le faisons. Qu'est-ce qui se passe pour un véhicule? Les gros porteurs dont on parle là. Mais ce que nous voyons, c'est pourquoi je dis que l'homme est énigmatique. Je ne sais pas si je peux trouver un autre mot pour les décrire véritablement. Si je vous dis que les gros porteurs, avant d'aller faire la visite technique, ils louent les pneus. Vous savez le prix d'un pneu? Oui, c'est cher. Pneu, c'est cher. Oui. Donc, ils louent les pneus.
Même dans les boutiques ou chez d'autres collègues, ils louent, ils mettent ils louent des pneus, ils mettent sous les véhicules et ils vont à la visite juste pour faire valider. Quand ils valident, ils sortent, ils enlèvent ça, ils mettent leurs vieux pneus sous le véhicule. Et vous allez dire que mais ce véhicule-là sort de la visite technique, mais voilà son état. Le moment où il est venu là, il était en bon état. Quand il est parti là, il a enlevé les pneus et tout ça là. Quelqu'un m'appelle la dernière fois que les agents l'ont pris pour inspecteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'inspecteur, c'est un équipement de sécurité nécessaire pour le véhicule. Et on le réclame à la visite technique. Combien en ont? Je vais faire l'inspection de votre véhicule tout à l'heure. Oui, c'est dehors. Ça n'a pas pour dire que je suis venu vous contrôler dans votre service. Je peux confesser en même temps que je n'en ai pas. Hein. Je peux confesser en direct. C'est pour amuser la galerie. C'est pour dire que il y a certains équipements qui sont contrôlés au moment de la visite technique, mais dont les gens ne disposent pas. Oui, notamment les triangles et autres. Là. Si quelqu'un veut faire la visite technique, il va prendre les équipements là chez son collègue. Oui. Quelque part, il met dans le véhicule. Il va. Nous sommes au courant de tout ça là. Mais comment on va faire? Le gars, au niveau des services techniques de la DTRF, ils vont aller demander d'amener le reçu d'achat des triangles avant de valider. Vous sortez, vous remettez ça à la personne. Donc voilà ce qui se fait. D'accord, très bien. On va prendre un dernier auditeur. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire ce matin, mais le temps, franchement, on a dépassé les 60 minutes déjà avec notre invité, le commissaire principal, le patron de la DSR. On prend le second auditeur au téléphone. Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Olivier? Comment allez-vous? Tout va bien. Nous vous écoutons très rapidement. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Olivier. D'accord. C'est monsieur Blaise. Ah, monsieur Blaise, excusez-moi. Ah, oui. Je me suis trompé alors. Ce que le directeur est en train de dire sont des faits un peu tristes. Parce que, voyant l'acte posé par l'humain, tout ce qu'il a dit là, c'est normal. Mais sur la route, j'aimerais savoir, vraiment, concernant les ampoules là. Oui. Et il y a un produit, les gens vous proposent sur la route que ça lave les phares ou bien quoi, les gens, les motos aussi mettent les phares des voitures maintenant. Et dans les publicités, on vous dit vente des phares d'avion. Mais est-ce que je suis normal avant d'acheter ça et mettre sur ma voiture? Pour faire un accident, c'est pas forcément violer un feu ou bien tout. Quand tu oublies, genre, celui qui arrive, genre, peut rentrer en collision très facilement, mais actuellement, c'est partout. Et quand il projette ça dans ton rétroviseur, vraiment, tu es obligé de mettre la main pour cacher ou bien un truc comme ça, quoi. Oui, si. C'est tout le problème des LED, là, sincèrement, je vous jure, quoi. Même le directeur qui est là-bas, il ne peut rien faire. S'il ne sévisse pas, sincèrement, la nuit, c'est, bon, le mec devient comme un genre une fêtière ou bien c'est pas trop avec des jeux de lumière, surtout des motos, ça fait non. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé. Oui, c'est un vrai problème. Hein. Est-ce que vous sortez régulièrement comme mot de jour? Est-ce que vous sortez régulièrement la nuit pour vérifier ces trucs-là comme vous êtes en circulation toute la journée? Monsieur Eric, ne me donnez pas l'impression que vous vous contredisez. Hein. Dans votre introduction, vous avez dit de parler de la DSS, ceux qui portent le gilet, là, qui sont là tous les jours, là, dans la nuit. Oui, non, si, je sais, mais non, parce que... je sais aussi de quoi je parle. C'est une manière tout simplement de dire que nous sortons. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand on va à la pêche, ce n'est pas tous les poissons et ce n'est pas possible de prendre tous les poissons et ramener ça à la maison. Ramener à la maison. Non. On ne peut pas pêcher tous les poissons en un seul jour dans le truc là. Nous sommes conscients que quand bien même nous sortons tous les jours, il y a certains qui nous échappent. Non, je suis conscient. Je ne. C'est pour ça même que j'ai interdit les courses poursuites. Oui. Ah, ça là. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des gens qui vont nous échapper. Mais tant que nous sommes sur la route, ils vont aussi emprunter les routes. On va les prendre. Donc, quand nous sortons, nous sommes conscients que ce n'est pas tout le monde que nous prenons
mais et si la population prend conscience, comme par exemple M. Blaise venait de le dire, et parce que je gagne quoi en mettant des guirlandes, des phares, des lampadaires et autres là, comme éclairage sur mon véhicule. C'est un vrai problème. Alors, on doit rendre l'antenne. Je voudrais qu'on conclue cette émission par une question. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, l'alcool et l'excès de vitesse qui ont une proportion énorme dans la survie des accidents de circulation. Sauf que très très souvent, vous ne croisez pas des gens qui font, donc, comment est-ce qu'on les appelle là, sont dans les Far West là, ceux qui roulent comme à tombeau ouvert là. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Oui, vous savez, les statistiques ont montré et confirmé que l'excès de vitesse est la première cause des accidents, surtout les plus mortels sur nos routes. Et le déploiement des radars a été identifié comme une des solutions pour juguler le phénomène. Donc, le gouvernement, à travers bien évidemment notre département, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a équipé nos services de ces matériels flambant neufs et dont les premiers déploiements sont encore perceptibles sur nos routes. Et nous sommes en phase de sensibilisation dans ce cadre. Et très prochainement, c'est question de jours, nous allons procéder à la phase de répression parce que il faut agir. Il faut agir et les autorités sont engagées à nous accompagner à véritablement agir. Donc, il s'agit des équipements que sont ces radars. Nous avons des logiciels installés dans notre salle des opérations et qui sont en lien avec ces équipements sur le terrain. Donc, la vitesse maximale autorisée est programmée dans l'appareil et tous les véhicules qui excèdent ce seuil sont flashés avec leur plaque d'immatriculation et la photo du conducteur. Disons le véhicule entier et rapidement avec un système de diffusion rapide, ces images sont envoyées à tous nos agents qui sont sur le terrain avec une alerte de recherche et quand on te prend, c'est la sanction. Je pense que à travers ce moyen, on peut agir aussi sur ce paramètre. Alors, comme on a déjà réussi un peu à agir sur l'alcool au volant. Parce que de casque, tout ça, avant 2019, la conduite sous l'effet d'alcool a été à l'origine de beaucoup d'accidents. La proportion était très forte dans les statistiques, mais depuis le déploiement des alcotests et la tendance est à la baisse en ce qui concerne la conduite sous l'effet d'alcool. Je ne dis pas que c'est totalement banni, mais il y a une réduction. Donc voilà comment nous nous prenons. Alors pour ces radars, c'est un peu partout à Lomé. Ils sont mobiles ou bien ils sont statiques à des endroits précis? Je n'avais pas trop envie de me prononcer sur cet aspect-là parce que on a tellement sensibilisé, on a dit des choses que les gens ne respectent pas, que en temps normal, ça là, c'est quand on va les confondre avec des preuves irréfutables que j'aurais souhaité qu'ils apprennent. Mais, par respect pour vous, monsieur, mon très cher ami Eric, je voudrais entrer un peu dedans pour dire qu'aujourd'hui, nous disposons des radars mobiles. Et je sais que cette bataille ne sera pas facile parce que quand ça va commencer, des gens qui seront à l'approche de ces radars vont ralentir leur vitesse et autres. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes aussi conscients. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes très contents que nous sommes accompagnés dans ce schéma. Très bientôt, nous allons réceptionner des radars fixes qui seront implantés le long des grandes routes. Et ça, c'est nous seulement qui saurons là où c'est implanté. Bien sûr. Avec le même dispositif et autres là. Donc, vous passez, vous ne savez même pas où ça est comme les radars mobiles. Donc, vous avez
vous avez volé une information pour partager avec les auditeurs ça. Merci de nous donner donc ces informations. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin à tous ceux qui sont à bord de notre super taxi et qui nous écoutent? Oui, ils sont nombreux, ces passagers à bord de Taxi FM. D'autres, bientôt, c'est pour aller à Kara, dans le cadre des Evala. Exactement. À tous ceux-là, je voudrais dire de faire preuve de prudence dans la circulation et de ne pas se laisser se surcharger. Ils n'ont qu'à se comporter comme les conducteurs de Taxi FM. Lorsqu'ils ont le passager conforme au nombre de places définies par le constructeur, ils n'ont qu'à prendre la route. Je lance l'appel aux responsables des sociétés de transport, des autocars. Oui. Ce n'est pas l'occasion de faire de la surcharge, de l'excès de vitesse et autres. Quant à nous, dans l'ensemble, je voudrais exhorter nos concitoyens à prendre en compte tout ce que nous venons de dire. Je demande encore aux leaders religieux de prendre la relève aussi dans la dissémination. En tout cas, nous ne leur demandons pas grand-chose, juste 1 minute, 2 minutes pour dire respecter les règles de signalisation et autres. Oui, très bien. Voilà ce que je voudrais dire et insister sur la nécessité pour les usagers de dénoncer les comportements peu orthodoxes qu'ils remarquent dans la circulation de la part de nos agents. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Je rappelle que vous êtes commissaire principal à Sodi Kossi Arlanco. Vous êtes le directeur de la sécurité routière au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Merci beaucoup à vous d'être passé nous voir ce matin. Ça fait plaisir. J'espère que vous serez disponible pour les autres fois pour peut-être continuer à faire de la sensibilisation. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Je vais enlever ma ceinture à bord de... Parce qu'on est en train de marquer l'arrêt là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite sur la radio. Au revoir. Vidéo verbalisation. La solution contre les mauvais conducteurs. Ministère du Transport. Merci pour la sécurité routière. Voici ma contribution. Olam Richie. On y va. La vie est sacrée, cher conducteur. Il faut la protéger. Chauffeur, elle est unique. Il n'y en a pas deux. Faut pas la supprimer par ta mauvaise conduite là. On n'a qu'une vie. Conducteur, il y a trop d'accidents. Je t'en prie. Faut rouler doucement. Faut blé-blé, faut blé-blé, faut blé-blé. Choco, on va arriver où? On n'a qu'une vie. Conducteur, y a trop d'accidents. Je t'en prie, faut rouler doucement. Il faut maîtriser le code de la route. Fatigué, submergé, mieux vaut ne pas conduire. Tu n'as pas tes papiers là, pardon, mets-toi à jour. Maintenant si tu es saoulé, emprunte un taxi ou bien faut te faire déposer par quelqu'un. Sinon dans ton état là, tu vas faire accident grave. On n'a qu'une vie, conducteur. Y a trop d'accidents, je t'en prie, faut rouler doucement. Chauffeur, faut blé-blé, la caméra, ça va te prendre. On n'a qu'une vie, conducteur. Y a trop d'accidents, je t'en prie, faut rouler doucement. Tellement pressé, tu fais excès de vitesse. Tu as grillé le feu là, c'était dangereux. Dépassement, tu as fait là, c'était tellement bordel. Tu ne t'es pas maîtrisé, voilà, tu as causé la mort des gens. C'est pas possible, mais tu roules mal, hein? Ah, mais c'est comme ça, ils sont ces gars-là. Mais il faut que ça change, hein? Tu vois ce que tu as fait, mauvais conducteur, par ton incivisme, tu as détruit des vies. Tu vois ce que tu as fait, faux conducteur.
imprudence là, tu as détruit des vies. Regarde ce que tu as fait, y a trop de blessés. En plus t'as créé un embouteillage chaud, toi-même faut froid. Tu es comment? Tu vas les retomber. Est-ce que tu peux assumer? Y a prison dedans, hein? Tu conduis mal comme ça là, tu mets des vies en danger. Est-ce que tu es conscient même de ce que tu fais? Sur la route là, on est tellement nombreux, on ne sait pas qui est qui, tu peux cogner toi-même ton parent. À bon attendeur,